Alors, nous revoici à l'heure du conte à l'antenne de TVCO. Bonjour chez vous, mesdames, messieurs qui nous écoutez dans vos maisons, d'un peu partout dans Charlevoix-Ouest. Vous vous rappelez qu'on s'est parlé il y a quelques jours, quelques semaines à peine, pour la dernière émission de la série officielle de l'heure du conte avec notre ami Jean-Claude Turcotte, que je salue. Salut Jean-Claude. Bonjour Rosa, bonjour messieurs, dames. Et l'émission L'heure du conte, on l'appelait l'heure du conte, Jean-Claude, mais en fait, c'était la demi-heure du conte, de fait. C'était des émissions d'une demi-heure. Mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, on a une émission spéciale d'une heure. Vous avez remarqué qu'on a changé de décor un peu parce que l'émission se veut tout autre par rapport à ce que vous avez connu auparavant, à savoir que les contes de Jean-Claude, c'est-à-dire la série de volumes, il les a déjà lus une première fois à l'antenne de TVCO dans le cadre de l'émission. Ce qu'on veut vous proposer aujourd'hui dans le cadre de l'émission, c'est un peu de revoir l'ensemble de l'œuvre de Jean-Claude. Il y a 5 volumes publiés. Il y en a un petit dernier qui est en gestation, comme dirait Rosanna, qui est au four. Il y a un petit bébé au four, mais un petit pain au four. On en reparle à la fin de l'émission. Alors, ce qu'on veut aujourd'hui, donc, survoler un peu l'ensemble de l'affaire. De l'œuvre de Jean-Claude. Mais auparavant, moi, j'aimerais, Jean-Claude, qu'on parle de quelque chose tous les deux. Je veux parler de toi. Jean-Claude, là, à Baie-Saint-Paul puis dans Charlevoix, là, on t'a connu historiquement parlant dans le passé comme étant un artisan, un constructeur, un menuisier charpentier, un homme manuel, très habile de ses mains, sculpteur si ça se trouve, tourneur. Mais là, vers une deuxième partie de ta vie, là, puis il s'est révélé là, un homme d'écriture. Parce qu'effectivement, moi, Jean-Claude, je te connais depuis longtemps, puis je ne connaissais pas ta plume aussi habile, aussi glissante, je dirais. Et là, il arrive un Jean-Claude. C'est l'arrivée des stylos à billes qui ont fait ça. Ah, ces stylos à billes qui sont responsables de ça, ça roulait bien. Bien oui, il y a comme 2 personnages là, dans Jean-Claude qu'on ne connaissait pas, puis depuis une dizaine d'années, là, voilà qu'on voit arriver un homme de lettres. Bien, j'ai essayé de vouloir prouver par là qu'un homme qui travaille avec ses mains peut, à l'occasion, travailler avec sa tête. C'est un talent méconnu, finalement, parce que tu as une plume extrêmement habile, extrêmement coulante. Qui va assez bien, oui. Puis c'est parce que j'ai eu la chance de faire, au commencement de mes études, 3 années de cours classiques. Bon, je voulais en venir justement à ça. On a tendance à croire que tu n'as pas des études supérieures, mais tu as les études supérieures. Je dis tendance à croire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on ne le savait pas. Mais tes études, c'était quoi comme tel là, à l'époque au séminaire de Chicoutimi? Là? Bien, c'était ça. J'ai fait 3 années de cours classiques. J'avais commencé à Malbaie, puis j'ai été faire 2 ans à Chicoutimi. Avant de m'en aller à l'École technique à Québec. À l'École technique, OK. Au cours classique. L'École technique, c'est tout simplement parce que j'avais eu une question. Papa m'avait posé une question. Il m'envoyait là dans le but de faire un prêt. Tu sais comment ça marchait dans ce temps-là? Normalement, quand on passait par le séminaire de Chicoutimi, c'était à peu près destiné à ça. Puis là, papa m'avait posé une question bien simple. Tu vas-tu faire un prêt? Puis moi, j'avais dit non. Bon, OK. Et je vais... il dit, ce qu'on va faire dans ce temps-là, il dit, il y en a encore 2 autres en arrière de toi. J'ai dit, moi, je m'en vais à l'École technique au mois de septembre. Bon, ton choix était fait, c'était décidé, même si tu avais fait ton cours classique. Bien, voilà qui nous permet de situer un peu l'homme à travers son cheminement, mais aussi en arriver à l'œuvre qui est là. Écoute, Jean-Claude, on a une heure, un peu moins, pour passer à travers ce que j'appelle, moi, l'anthologie de Jean-Claude Turcotte. Tu vas nous contexter d'abord l'idée au fil des saisons. OK, on comprend qu'il y a les 4 saisons au départ, du printemps, de l'hiver, jusqu'à l'automne. Mais chez Germaine, situe-nous le personnage, parce que ça fait un bout de temps qu'à TVCO, là, la première lecture a été faite de ton tome 1. Germaine, elle est où? C'est qui? On est en quelle période? Germaine, c'était une veuve d'une 60aine d'années qui vivait dans le rang de la goudonnerie. Des années 30. On commence exactement en automne 35, en grand automne 35. Quand c'est là, c'est parce qu'on parle de Sainte-Catherine 35. Oui. Puis on arrive à 36 au mois de janvier. Et Germaine, donc, il gravite autour d'elle bien des personnages. Germaine, c'est une veuve, une institutrice d'abord, qui a gagné sa vie en travaillant comme institutrice, puis en ménageant, puis en servant de ses 2 fils les plus vieux,
pour vivre sur la petite terre, pour pouvoir faire instruire les autres. On est dans le secteur de où, là, dans la goudronnerie comme telle, pour géographiquement se situer? La goudronnerie, si tu capable de rentrer dans ta tête, il y a une belle petite maison canadienne là, vers la fin de la goudronnerie, là, avant d'arriver... chez Emmanuel Simard, oui, avant d'arriver, un peu avant, là? Un petit peu avant. À droite, une petite maison basse. Là. Maison Charles-Henri Tremblay, là. Après ça, un peu après. Le voisin. OK. Donc, on est dans ce périmètre-là, au niveau géographique, et là, ça part là. Dans ma tête, moi, j'avais dit que c'était ça, la maison Germaine, puis c'est toujours ça que je préconisais. Ouais. Puis l'histoire du premier livre, c'est très simple. Moi, j'étais venu à l'occasion faire des émissions avec Éric Desgagnés. Oui. Puis Éric Desgagnés dit, il faudrait que vous reviendriez, M. Turcotte, à mes émissions. Bien, je dis, laisse-moi écrire. Puis écrire, dans ce sens-là, c'était le premier tome, là, c'est le conte de Noël qui commence avec la tire de Sainte-Catherine pour parler de la vieille fille qui devait rentrer chez les sœurs, puis qui ne rentre pas. C'est tout ça, le commencement de l'histoire. Puis j'ai voulu montrer là-dedans, Germaine, même si elle paraissait avoir un grand talent, puis vouloir essayer de tout trôner, là, avait un grand cœur. C'est pour ça qu'on avait ramassé Tipol chez le voisin, un petit homme chétif qui avait fait du sanatorium 2 fois, etc. Puis elle dit, là, toi, là, tu ne resteras pas dans cette maison-là tout seul, là, tu vas venir nous trouver. Mais c'est vrai qu'Arthur et Léopold s'étaient mêlés de ça. On a vu cet enfant-là tout seul de la maison qui essayait de jouer du violon. Là. On a dit, oh, là, tu ne resteras pas ici tout seul, tu t'en viens avec nous autres. Moi, je vais te montrer à jouer du violon. Puis Léopold avait rajouté, maman va avoir soin de toi. OK. Tu me suis-tu? Ça a du bon sens? Ça a du bon sens. Et ensuite, il faut y aller de façon assez expéditive, Jean-Claude. Quand on arrive un peu plus tard là, avec l'histoire du gros pain rouge, là, on parle du pain de l'abbé Jean-Paul, là, ou on parle... Non, c'est un pain qu'il y avait là, un pain majestueux. Majestueux, OK. Qui avait tout près de 4 pieds de diamètre. Et pour lequel Léopold avait eu une commande. Léopold avait eu, M. Odilon Boilly, qui avait un moulin-ci. C'était où, à peu près proche de Parce que le garage municipal ou le garage des pompiers. C'est ça. Puis, il voulait avoir, il avait besoin pour quelqu'un de Québec de 2 morceaux de 12 pouces par 24 pouces par 40 pieds. Oui, ça prenait un beau pain. Hein? On comprend que ça commençait à faire de quoi de beau, 12 pouces par 24, 40 pieds de long, 2 morceaux de main. Oui. Ça fait qu'il avait été voir Léopold. Léopold, il dit, moi, j'ai un arbre qui fait ça sortant. Puis il avait mesuré l'arbre, puis il avait décidé ça. Fait qu'entre-temps, il y avait eu de la visite dans le temps des fêtes. Il était prêt, puis son frère François revenait le voir à Baie-Saint-Paul parce qu'il y avait eu une mésentente entre eux autres. Quand François avait laissé la maison, c'est parce que François voulait bûcher toute cette grosse terre-là, puis Léopold n'était pas d'accord. C'est alors que François avait parti travailler pour Abitibi Paper à Beaupré. OK. Et on complète l'ouvrage, là, dans le dernier chapitre, sur les travaux et les jours. En fait, tu racontes un peu tout ce qui se passe au niveau de la saison, hein, en hiver, où on s'en va dans les chantiers, et puis le recrutement pour l'Abitibi Paper, etc., etc., dans le dernier chapitre. C'est ça, exactement, parce que, comme je t'ai dit tantôt, François était parti là-bas à Beaupré. La seule référence qu'il avait, son père, il avait déjà dit, quand il était plus jeune, il connaissait un M. Harris, qui était le patron du département du bois, là-bas. Puis il avait demandé pour rencontrer le M. Harris, puis par hasard, le M. Harris était décédé, il avait rencontré son fils, il avait raconté l'histoire. Puis là, ils sont devenus amis tout de suite. Puis il l'a emmené chez lui, puis il en a fait son bras droit, il l'a emmené en forêt. OK. Alors, voilà pour le tome 1. On aborde... Puis la couverture, si tu me permets, c'est comme les autres. C'est une toile de ma sœur Louise, qui malheureusement est hospitalisée aujourd'hui, qui représente un beau village en hiver. Et il faut dire aussi hein, que les ouvrages, tes volumes sont agrémentés d'illustrations qui sont de tes maquettes hein, que tu as habilement confectionnées avec ton ami Albany Labranche aussi, hein, de regretter mémoire, mais qui a été avec toi un bon collaborateur. On les voit derrière les ouvrages, mais aussi les illustrations à l'intérieur sont de toi. Oui, avec Mme Charlotte Harvey qui m'a pris mes photos. Et oui, qu'on salue. Hein, qu'on salue. Ben oui.
Alors... ça fait dimanche, je pense. Là. Je n'oserais pas dire combien il y a de chiffres après le 8, mais un ou deux, ça peut. Et on passe au printemps. Ça tombe bien, on est au début du printemps, là, au moment où on se parle. La fonte des neiges, toujours chez Germaine. Et là, ici, dans le début, tu nous amènes, la froideur du carême, évidemment. Là, c'est la période où nous sommes présentement, mais qui se termine, là. Et tu sais, Rosaire, que dans ce temps-là, dans les années 35, là, on est exactement en printemps 36. Le carême, c'était pas mal plus sévère, plus sévère, suivi, tu trouves, plus suivi, hein, on va dire. Faire attention, les jeûnes, puis je me rappelle d'une chose que maman disait, fallait les 2 repas du matin puis du soir, fallait pas qu'ils dépassent en calories ou en épaisseur ou en nourriture le repas du midi. Comprends-tu ce que je veux dire? Qui dit printemps, Jean-Claude, dit aussi, évidemment, les érables. Les érables, le réveil de la nature. C'est ça. C'est pendant qu'on bûchait le gros pain, Arthur avait eu le temps d'aller marcher parce qu'Arthur, j'ai mis beaucoup de choses, beaucoup de qualités parce qu'il y en avait beaucoup. Il y avait vu ça du gordon, la belle érablière, était là. Puis à partir de là, il y avait été voir, puis il y avait du bois de fuseau là-dedans, c'est-à-dire du bouleau. Puis là, dans cet hiver-là, il y avait tout coupé. Il y avait eu 5 cordes de bois de fuseau qui avaient descendu en bas puis qui avaient emmené au moulin de M. Simard. Edmond Simard. Quand on dit bois de fuseau, là, on fait référence à du bois qui est appelé à être tourné, je présume. Hein, c'est-à-dire que c'est du bois de fuseau, c'est du bois pour le tournage, oui. C'était du bois, des belles billes de bouleau où il ne fallait pas qu'il y ait le cœur soit plus gros, du cœur soit plus grand qu'un 30 sous. C'était la mesure, la norme. OK. Et puis, à partir de là, on tranchait, puis on faisait des morceaux carrés. 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, puis il y avait les fractions là-dessus, jusqu'à 4 pouces carrés, qu'on envoyait tourner. C'était du bois de tournage. Ton deuxième volume on appelait ça du bois de fuseau, parce que dans ce temps-là, les fuseaux de fil étaient en bois. D'où l'expression peut-être un peu pour ça, tournage de fuseau, plus ou moins gros selon l'usage. C'est ça. Ton deuxième ouvrage aussi parle évidemment de printemps, mais d'inondation. Hein? L'inondation de 38, c'était un peu spécial. Ben oui. Printemps 36. L'eau passait par-dessus le pont des Genres de ce temps-là. Pas le pont des Genres, le pont Garriépi. Garriépi, qui était en métal dans ce temps-là. Puis, depuis la veille, on défendait aux gens de traverser le pont parce qu'il y avait peur qu'ils partent. Combien de gens qui nous écoutent d'ailleurs ont déjà vu les photos de l'époque où on voit l'abbé Calixte Tremblay qui pose à différents endroits sur les glaces dans la rue Saint-Joseph, dans le détour là, de la rue Saint-Joseph. C'est un grand classique pour les gens de Baie-Saint-Paul que ces images de l'époque. Triste souvenir, mais c'est là. Oui, on va faire un petit clin d'œil, si tu me permets, parce que j'ai beaucoup de détails que j'ai appris en posant des questions, parce que tu sais que il n'y avait pas de normes. Je n'ai pas été chercher ça dans les livres. Moi, ce que j'ai écrit là-dedans, c'est parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit. C'est du questionnement que j'ai eu. Il y a de la mémoire collective là-dedans. Exactement. Puis dans ce temps-là, en 1936, le printemps 36, c'est l'année où mon ami Jean-Denis Simard, qui est hospitalisé aujourd'hui, le père de Jean-François, le docteur, puis les autres. Claude André, etc. Ils sont là, les 4 gars. C'est la journée où il est né. On avait passé en 4 roues quand je décris ça. M. Simard avait emmené sa femme qui était pour accoucher, traversé en 4 roues. Il y avait de l'eau quasiment en hauteur de la planche du 4 roues. Là. Puis il avait amené il y avait un hôpital dans ce temps-là. L'hôpital est où la grande maison aujourd'hui. OK, l'hôpital du docteur Morin. C'est ça. Alfred Morin. C'est ça. C'est là que Mme Simard avait accouché. C'est là que Denis, mon ami, est venu au monde. Garçon de Jean-Joseph Simard, bien sûr. À Jean-François puis aux autres en passant. Eh oui, puis à Hélène. Oui, à Hélène. C'est pas sale ce qu'on dit là, c'est au contraire, c'est pour valoriser cette journée-là. Oui, c'est les enfants de Jean-Joseph Simard, que tout le monde connaît évidemment. Et on termine avec un petit clin d'œil, si tu veux, sur le mois de Marie, qui dit le mois de mai, c'est le mois le plus beau, mais pas nécessairement le plus chaud, mais enfin, c'était le mois. C'était le mois des. C'était le mois, là, on fêtait beaucoup le mois de Marie dans ce temps-là, puis on allait. À la Croix du Chemin. À la Croix du Chemin, se mettre à genoux là, puis réciter un chapelet. C'est là que c'était encore Germaine qui avait été en dessous de ça, de ce mois de Marie-là, parce qu'elle avait demandé à M. Saül, son voisin, dit bien,
de descendre la croix, la repeindre, puis tout nettoyer ça. Si bien que dans mon histoire, Monsieur Saül n'avait pas eu le temps d'arcer son champ. Voyons, j'ai bien de la misère maintenant. On va se réchauffer, ça va se réchauffer. Elle n'avait pas eu le temps d'arcer son champ. Puis elle, avec la nouvelle R110 qui est arrivée, là, il y a toute l'histoire là-dedans, elle a dit, écoute, tu n'as ça fait, là, les petits garçons vont aller tarser ça. Là, puis ben, Germaine arrête-les toutes. Là. Un dernier mot, pour parler encore une fois de la couverture, qui est de ta sœur, encore une sœur fois. Louise, encore Louise. des personnages ces fleurs-là. Le printemps, c'est en plein ça. Puis, bon, oui. Tu veux rajouter un petit mot dans chacun des livres, les gens qui ont lu ont dû remarquer qu'il y a un lexique. Oui. Un lexique qui explique les termes, les vieux mots, les expressions termes qu'on employait dans ce temps-là. Ah oui. Ils sont un peu désuets aujourd'hui. Regarde-en donc une coupe en passant. Comme on dit, par exemple, une canisse. Une canisse. Une canisse. C'est quoi une canisse? C'est quoi une canisse? Bon, tout le savez. monde le sait. Bon. Normand, tu sais? Ben oui, Normand. Il sait oui. Il a fait un signe, Normand. Une bordée. Hein? Une bordée. Une bordée de neige. Bon. OK, on saute. Normand nous fait des signes et on respecte, nous autres. Hein? On est des gars qui sont disciplinés. On est disciplinés, nous autres. Alors, on s'amène maintenant à l'été, à fleur d'été, avec ton tome 3. Et là, évidemment, l'été, c'est le bonheur total, comme on dit, en termes de température. Et c'est les semailles, évidemment. Hein? Au début de l'été, la mise en terre des graines. Comme Léopold et Tipol, surtout, étaient à l'avant-garde de tout ce qui pouvait arriver de nouveau. Parce que Tipol conduisait Cécile, qui enseignait au Ruisseau-Michel. Vous savez ce qu'elle est, l'école du Ruisseau-Michel? Et puis, elle allait amener avec une petite voiture qu'il avait faite avec une petite voiture que M. Thomas Girard avait commencé, parce que lui, il travaillait sur Charles Tremblay, Charles Lagadelle. Charles Lagadelle. Un charron. Oui. Au coin de la rue des Cèdres, là, ou ça. à peu près, là. Un charron, puis il avait commencé à faire une belle petite voiture, puis avec le jument à Michel, il allait la reconduire tous les matins, puis il ramenait. Fait qu'il y avait le temps j'ai envie de dire, de sentir un peu partout quand il s'en venait. Puis dans ce temps-là, les messieurs Fortin, jusqu'à BMR aujourd'hui, les messieurs Fortin, Georges Fortin. Et fils. Eh oui. Vendaient la machinerie internationale. Oui. Puis à Harvester. International Harvester. Ouais. Quand il arrivait une machine nouvelle, ben Tipol avait le temps de voir ça. Puis quand il la voyait, il racontait ça à Léopold. Puis Léopold disait, viens me montrer ça. Puis ça finissait toujours de la même façon. Léopold l'achetait. Ah, oui. Viens nous donner une démonstration, ça va t'en faire vendre plusieurs. Puis M. Fauchot disait oui. Puis dans ce temps-là, la personne, le mécanicien, il est bien important de dire ça, c'était M. Pierre Fortin, c'était le père de Jean-René Fortin, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps. Puis, du coteau des Fortins en haut, à la chapelle. Du coteau des Fortins. Qui était un mécanicien extraordinaire, qui avait le don de la mécanique, qui faisait partie de n'importe quel moteur, puis il traduisait ça dans sa langue. Ça, c'est pas compliqué. Le feu, il arrive là, puis le gaz, il arrive là, puis quand ça fait une étincelle, puis ça part. Il t'expliquait ça vite de même. Jean-Claude, qui dit été, dit aussi, évidemment, c'est le temps fort pour les noces. Hein? Les mariages, règle générale, sont l'été. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en d'autres saisons, mais règle générale, c'est l'été que les noces se font. Et ton troisième tome en parle abondamment, effectivement, un chapitre là-dessus. On parle beaucoup de la noce de Gabriel, avec la belle Gabrielle de Saint-Hilarion, que Léopold avait marié ce matin-là, parce que Léopold commençait à être un vieux garçon. Là. Il avait quasiment 40 ans quand il s'est marié. Alors que l'autre était une belle jeune fille de 25 ans, pimpante, belle, très belle même. Parce que tu as vu dans mon texte, je parle toujours de la belle Gabrielle. Je peux te faire une petite aparté, allez, pas gros. C'est ton livre. C'est à un moment donné, quand j'ai publié ce livre-là, j'ai rencontré, je me préparais pour aller chez ma soeur à Québec dans le temps des fêtes, pour Noël. Puis je rencontre une dame qui me parle pendant que Pauline était allée chercher des petites enveloppes, puis il manquait, j'étais en avant de la petite boucherie, là. Elle dit, M. Turcotte, Gabrielle, se marie-tu bien vite? Pourquoi vous me demandez ça? J'ai dit, on va se marier à l'été, là. Puis... moi, je m'appelle Gabriel Bergeron, puis je reste à Saint-Hilarion, puis le monde me demande, quand est-ce que je me marie?
Et il y a aussi un épisode quand même assez marquant dans le troisième ouvrage, Jean-Claude, c'est l'incendie, hein, l'incendie de la grange, qui va évidemment conduire à la détermination, puis on se reconstruit, puis on restaure la grange. Hein, c'est une corvée, hein, à travers une corvée. Une corvée. Ouais. Ben oui, une corvée, dans ce temps-là, les corvées étaient de mise. Dans ce temps-là, on entendait parler quelqu'un... Tu parlais de pratique tantôt, excuse, mais de pratique au niveau de la prière à la croix lors du mois de mai. Ben, les corvées étaient pareilles. Quand quelqu'un perdait un bâtiment agricole, les autres du canton ou du rang venaient l'aider. Tout le monde arrivait pour l'aider dans ce temps-là. Puis dans le cas qui nous occupe, c'était chez M. Tremblay, Henri Tremblay, qui était le père de Charles Eugène, puis les autres qui étaient le menuisier en charge de la construction et des réparations chez les petites franciscaines de Marie. Excellent menuisier, soit dit en passant. Excellent, un vrai contremaître. Tu sais qu'Henri Tremblay faisait les cadres de Clarence Gagnon, hein, les cadres pour les œuvres de Clarence Gagnon, il était bon ami avec lui. En tout cas, pour finir mon histoire, là, il avait offert ses services à Léopold pour diriger les travaux lors de quand les gens viennent ensemble le dimanche. On disait un bi dans ce temps-là. Oui, on fait faire un bi, faire une corvée. Hein? Faire un mot corvée que j'avais perdu. Alors, c'est sûr que quand tout le monde se met à la pâte, hein, puis surtout que dans ce temps-là, on ne s'enfargeait pas avec les principes de sécurité, ceci et cela. Hein, c'était fait de façon spontanée. Puis on s'échafaudait plus souvent en montant sur une tonne de bois que sur n'importe quoi d'autre. On prenait pas le temps de sécuriser. Très archaïque, on va dire, comme moyen pour s'ériger des échafauds ou autres. On chien un mur avec un gars d'endort, petit Paul d'un bord, puis Léopold de l'autre, avec une trace qui avait fait à peu près douette. Encore une fois, un ouvrage bien illustré, évidemment, qui a aussi son glossaire. Avec des pièces que j'ai eu le temps de faire. Avec une page couverture. De ma sœur Louise encore. Ça ressemblait à la maison de Jean-René Fortin. OK. On est presque, on est au terme de notre première moitié. Jean-Claude, 3 titres à date. Ces 3 premiers tomes, hein, je pense qu'il y a le premier, tu me disais, qui a connu un deuxième tirage. Hein? Celui-là a été en demande à un point tel que tu as dû le rééditer. Il a dû le rééditer de 200 livres, 200 volumes. 200. Ouvrage, disons-le, parce qu'il nous reste quelques secondes encore dans cette portion-là, qui a été édité chez GID, hein, Serge Lambert. À Québec. En parlant de GID, j'ai eu un téléphone de lui la semaine passée pour me demander, devine quoi? Où est-ce qu'on en est là, avec Germaine? Là? Germaine, jusqu'à rendu. Là. Les gens m'appellent, me demandent ça. Ben oui. Et puis, on en parlera à la fin de l'émission de ça, où est-ce qu'est rendu Germaine. Vendons pas l'affaire tout de suite. Là, on essayera de dire ça. On se garde une petite gêne pour la fin de l'émission, dans notre deuxième partie. Alors, pour le moment, messieurs, dames, on fait une pause dans l'émission et on vous revient tout de suite après. C'est quelques pages comme ça. À tout de suite. Alors, on est de retour pour l'heure du conte ou l'heure où on recense l'œuvre de Jean-Claude Turcotte au fil des saisons chez Germaine. Alors, dans la première partie, on a couvert les 3 premiers ouvrages de Jean-Claude. Et maintenant, on est rendu à l'automne, Jean-Claude. Hein? L'automne avec une magnifique couverture, hein, tout en couleur, évidemment. C'est le changement des couleurs des feuilles. La nature se pare de ses atours, comme on dit. Et l'automne, c'est bien sûr hein, les récoltes d'abord. Les récoltes. En passant, c'est moi qui avais fait la présentation de ce 4e-là. Je vois ça, là, rapidement en tournant. Tu as le temps de voir petite parenthèse, hein, dans les premiers, tu avais eu les introductions par, te rappelles-tu par cœur? Il y a eu le maire, la première, c'est le maire, je crois. Oui, il y a eu Jacinthe Simard, je pense. Puis l'autre, le deuxième, c'était mon ami, le député de Charlevoix à ce moment-là. Daniel Bradette. Daniel Bradette. Oui, voilà. Et puis moi, j'ai eu l'honneur de pouvoir apposer un petit mot au début de ce 4e tome de l'Odyssée hein, de Germaine. Et c'est, tu me parles, hein, tu commences au début avec des artisans à l'œuvre, la fin de grossesse
de Germaine. Hein? Non, pas Germaine. Fait de grossesse. Lamentable erreur de Germaine. Double surprise de Léopold. Ah, OK. Ouais. Donc, là, je te suis. J'étais pas là pantoute. C'est l'histoire de la naissance des jumeaux de la fille de Germaine, Marie-Louise, qui est mariée à Arthur aux aboulements. Ouais, ça appelle à tout un retour en arrière, Ben oui, tout ça. écoute, cette histoire-là, il y en a des je les éléments manœuvre là-dedans. dans ma tête depuis longtemps. Eh oui. Et là, il y a un bébé qui va naître, évidemment. Des bébés. Puis Arthur a décidé qu'il ferait une grosse... un gros compérage. Gros compérage, encore le mot que je cherchais. Ça fait partie du lexique, peut-être, celui-là. Ben oui, il fait partie du lexique. Probablement. Puis il a fait une belle voiture pour emmener là, tout le monde. Il a converti la voiture de noces qu'il y avait tantôt pour Gabriel, pour monter tout le monde. Il y avait 2 chevaux de M. Bergeron, 2 beaux clairs qui sont attelés là-dessus. Puis, comme il y a des amis aux aboulements, dis-je bien, il a décidé il était proche du Seigneur dans ce temps-là. Puis il avait eu la permission du Seigneur d'aller faire la fête, la réception. Au manoir. Au manoir. Puis le Seigneur avait mis ses habits de gala, puis il était là encore dans ce temps-là. Puis ça a été une fête extraordinaire. Là. Il s'était entendu avec le sacristain pour qu'il sonne tant que la cloche sonne tant qu'il ne serait pas rendu. OK. Ça a été un grand compérage. Un grand compérage. Alors, bien évidemment, c'est 2 bébés qui apparaissent, c'est des nouveau-nés à nourrir. Hein? Alors, l'abattage du cochon, puis tout ce qui va avec ça. Hein? Puis le lait et tout. Le lait. C'est là que j'ai pris le temps de conter l'histoire du lait. À un moment donné, Marie-Louise n'était plus capable de nourrir ces 2 jumeaux-là. Seulement que les 2 après elle, ça ne pouvait pas faire bien longtemps. Ça l'épuisait. Puis à un moment donné, on essaye de leur donner du lait de vache, puis ils font bouillir le lait, puis les enfants vomissent, puis ça fait pas. Jusqu'à temps qu'ils amènent ça, l'histoire arrive à Baie-Saint-Paul, puis Mme Mava, la femme du vieux monsieur, le voisin, M. Saül, elle dit, c'est bien simple. Elle dit, quand un enfant est malade, puis qu'il ne prend pas le lait de vache, il y a une sorte de lait qu'il prend, c'est du lait de jument. Mais seulement que les autres ne croyaient pas ça. Elle dit, cherchez une jument qui vient de pouliner, là, puis encore un poulain après. Okay. Prenez de ce lait-là, puis allez donner ça aux enfants, puis vous viendrez me dire si ça ne fait pas. Bon, c'est bien que ça faisait. Ça faisait. Il avait trouvé une jument qui avait pouliné, puis elle s'était battue en arrière de Notre-Dame-des-Monts dans ce temps-là. Je n'ose pas vous dire la place. Je ne sais pas si c'était Chillé avec Ashtoban, en tout cas, c'était loin là-bas. Pousse-pioche ou Cucreux, il y avait plein de noms de rangs assez colorés dans ce coin-là. C'est ça. Puis, en tout cas, les loups, moi c'était des loups dans ce temps-là, il y en avait encore, c'était pas les coyotes, c'était des loups qui avaient attraqué la jument. Puis elle s'était défendue tant qu'elle avait pu, mais il avait tué le poulet. Okay. Elle avait son poulet avec elle. Ouais. Puis elle était toute charcutée de partout, fait qu'elle avait réussi à l'amener. Puis là, le propriétaire en avait soin. Puis il fallait qu'il la traite tous les jours, c'était pour avoir encore du lait. Pour... Puis eux autres, ils gaspillaient ce lait-là, donnaient ça aux animaux. Ça fait que quand ils ont découvert qu'il y avait du lait là, ben c'est Arthur qui allait chercher ça, parce qu'Arthur était le parent. Il allait chercher ça tous les jours en échange d'un gallon de lait de vache. Ah, ouais. Il donnait un gallon de lait de vache. Okay. Puis il y avait, je ne sais pas, une pinte et demie de lait de jument. Puis avec ça, il allait... Et voilà que les jumeaux sont nourris. Ils sont nourris, puis ils n'étaient plus malades. Ben oui. Qui dit automne, Jean-Claude, dit aussi évidemment la période des récoltes. Hein? Les grandes récoltes de fin de saison, c'est là qu'on met on engrange le foin, les récoltes, les légumes, les derniers légumes du jardin, du potager. Alors, ça occupe quand même l'avant-dernier chapitre de ton ouvrage. Oui, puis il y avait dans ce temps-là aussi, c'est Michel qui est rendu en forêt travailler pour François, parce qu'il est rendu... ce qu'on va retrouver dans les livres tout le temps, puis ce qu'on trouve surtout dans les 2 derniers. Michel est allé travailler pour Abitibi Paper, bûcher du Grand Bois, puis il est sorti avec son cheval. Dans l'arrière-pays de Saint-Ferréol, là, dans l'arrière de Saint-Ferréol.
Puis, il y avait un cheval extraordinaire qui était doux, puis qui marchait à parole, puis écoutait à parole. Avec ça, bien, il y avait eu toutes sortes de façons. Puis c'est ça qu'on rapporte encore dans les tomes 5, puis on en parle encore dans le tome 6, qu'Arthur avait été travaillé là-bas. Jean-Claude, l'automne, c'est aussi pour plusieurs hommes du village, de Charlevoix comme de Baie-Saint-Paul, de partout, l'appel des chantiers. Hein? C'est plusieurs étaient recrutés par engageaient des hommes, des bons gaillards, et qui remontaient dans les chantiers, soit à La Roche ici, ou encore dans le comté de Portneuf. Bien sûr. Ou, comme je te disais, ou à Saint-Onge, sur la rivière Saint-Onge. Il y avait comme 3 endroits à peu près privilégiés où les gars de Charlevoix allaient. Oui, il y avait des jobbers qu'on appelait à ce temps-là. C'était des hommes plus entreprenants un peu, comme il y a eu M. Bradette à Saint-Urbain, le père de Daniel, l'ancien député. Arthur. Qui pas Arthur, enfin, ça m'échappe là. Non, moi aussi, j'étais pour Dollar. Hein? Dollar? Non. C'est son grand-père. On sortira. Bon, on l'aura. En tout cas, c'était des gens qui décidaient, les bûcherons, les travailleurs forestiers, savaient qu'ils étaient bien traités chez un tel, puis la plupart du temps, le questionnement se faisait autour. La coquerie est bonne, on mange bien. C'est pour ça qu'il allait travailler là. C'est ce qui faisait la différence. C'est ça qui faisait la différence. C'est ça qui faisait la différence entre comment dire, l'humeur des travailleurs. Quand ils étaient bien nourris, et en plus qu'ils produisaient plus de bois. On s'en va là, il a toujours un bon couple, c'est plaisant. Mon père a été jobber, puis non, il travaillait, il était contremaître, c'est-à-dire pour un jobber qui était de Saint-Hilarion. Son nom m'échappe, là, je l'ai déjà su. Mais puis il allait ici dans l'arrière du petit parc, là, dans ce coin-là, à La Roche, qu'on appelait. La Roche, oui. Jusqu'à John Murdoch qui est arrivé faire le chantier après ça. Alors voilà pour l'automne, encore une fois, avec une couverture qui est de ta sœur, celui-là. C'est le dernier de ta sœur. Oui, c'est le dernier des 4 tomes. J'ai fait les 4 saisons avec ça. Ce qui m'amène au dernier publié, OK, avec lequel j'ai participé avec toi dans les dernières émissions à TVCO. C'est exactement ce qu'on a lu. Oui, exactement ce qu'on a lu. Tout ce livre-là. Mais l'histoire de Germaine et ses 4 saisons se terminait avec l'automne. Oui. Okay. Là, dans ce cas-ci... Dans ce cas-ci, là, on change de registre un peu. Exactement. J'ai amené tous mes personnages en 1942. Bon, on fait un saut dans le temps. Un saut dans le temps. Et Tipol a vieilli, Tipol a étudié. Il a fait sa 12e année commerciale à Baie-Saint-Paul. Il est allé à Duchesnay. Il a été encore 2 ans à Duchesnay. Puis, bon, il a commencé à parler anglais. Puis, bon, il commence à être un érudit, Tipol. Il commence à être plus instruit que beaucoup de monde. Permets-moi une parenthèse, Jean-Claude. Au départ, quand tu as lancé tes écrits, il y avait dans ta tête 4 saisons dans la vie de Germaine. Qu'est-ce qui t'amène à outrepasser les 4 saisons puis de tomber en 42 à l'époque de la conscription, puis tout ça, avec cette nouvelle série là, qui s'amorçait avec ça, là. Un nouveau tome 1, là, au temps de la conscription. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est-tu à cause de la réponse des 4 premiers, puis les gens en redemandent? C'est à cause que j'avais fait vieillir mes personnages, vraiment. Les Tipol, il était allé à l'école, puis comme je viens de te dire, puis Tipol... On veut en savoir un peu plus sur eux. Oui. Il est savant, Tipol, puis j'ai voulu amener Tipol à bénéficier de tout ce qu'il y avait eu d'amour puis de chaleur de la part de Germaine puis de la famille. On l'a élevé, puis on l'a valorisé, puis il a fait un homme. Okay. Mais ce qui est dans le cas qui nous occupe, quand il est nolisé pour la guerre, en 42, ben là, j'ai envie d'employer un mot que tout le monde comprend, il capote bien raide, puis pas plus rien faire avec Tipol. La défaite, dans sa tête. Ça fait pas partout, là, il tremble. Il est démoli. Bon. Il est démoli, carrément. Démoli. En tout cas, on le ramène à Baie-Saint-Paul, puis Germaine va le trouver, puis il commence à essayer de le revaloriser, le rebâtir, de remonter le moral. Si bien qu'il réussit à aller passer les examens là-bas, tout le monde lui disait, bien, sois pas inquiète, tu ne seras pas accepté pour aller à l'armée. Ton passé de maladie, puis tout pulmonaire. Ça. Bon. Ça fait qu'effectivement, je décris ça, comment ça se passait, parce que comment ça se passait, je savais pas ça, mais à l'armée, là.
Mais j'ai eu la chance d'avoir M. Eugène Dufour, mon ami, qui m'avait tout expliqué. Tu avais relaté un peu les différents épisodes. J'avais même, avec Normand, j'avais falsifié des papiers. J'avais pris celui-là de M. Eugène pour en faire un pour lui, pour lui donner sa discharge en 1942, quand il n'avait pas été reçu dans l'armée. Te rappelles-tu, Normand? Hein? Tout est bon pour la télévision, hein? Avec Normand qui est habile, surtout au niveau technique. Alors, il y a le séjour à Valcartier, évidemment, puis on sait que, bon, il y a des refus et il en fait partie. Hein? À sa grande satisfaction. Écoute, ils ont eu toutes sortes de choses. Ils ont eu du plaisir à travailler là-bas. Là. Il était avec le frère d'Abel Gabriel, qui était un excellent tireur de 22 parce qu'il avait pratiqué. Il avait gagné 2 médailles. Puis lui, il avait été refusé parce qu'il manquait un petit bout de doigt, mais ça ne l'empêchait pas de tirer. Mais à l'armée, il fallait que tu aies tous tes membres. Impeccable. Ouais. Ça fait qu'à partir de là, petit Paul avait commencé à prendre confiance à lui. Puis là, François était prêt à la reprendre dans n'importe quand. J'aurais de l'ouvrage pour toi, viens-t'en. Puis il a fait rencontrer M. Harris. M. Harris, là, il avait été impressionné par Petit Paul. On lui avait raconté que Petit Paul comptait très rapidement. Il mettait les doigts en dessous d'une colonne de chiffres de 4, 5, 6 chiffres, puis il descendait ça comme ça dans sa tête, puis il donnait la réponse. Ça fait que M. Harris avait décidé, il y a un gars comme ça, on va pas, surtout un premier tâche, on n'a pas le moyen de ne pas engager ça. Ouais. Fait qu'il l'avait engagé, je me rappelle du prix, 100 piastres par mois, nourri, logé, tu t'en vas là, t'écoutes François, puis tu vas voir, tu vas être bien avec nous autres. Après l'épisode de Valcartier, Jean-Claude, on retourne au champ avec, la goudonnerie, Saint-Hilarion. Il y a donc un retour sur la terre. Ben oui. Au chapitre 3 de l'ouvrage. Et là, ça se passe autour de, en gros, c'est quoi le retour sur la production agricole pour Léopold? Léopold, écoute, il a commencé à grossir. On a raconté tantôt qu'on avait réparé la grange, avec Michel, on a commencé à grossir le troupeau. Puis, alors qu'on avait 2, 3, 4 vaches au commencement, on m'a rendu, dans ce cas-là, il était rendu à 15 vaches, 18 vaches. Là, c'était plus pareil du tout. Ça grossit, puis c'est les fermes qui prenaient de l'expansion dans ce temps-là. Puis dans tout l'automne, il avait été avec M. Saül, le voisin, qui était un producteur de tabac. Il avait été y aider à couper son tabac, puis à ramasser ça, parce qu'il s'était blessé, lui. Il s'était blessé d'une façon bien spéciale, ce pauvre homme. Il y avait un caveau à légumes, puis le petit bœuf avait rentré là-dedans. Un petit bœuf, tu sais comment ça fait, un petit bœuf qui est à l'arbre, là, ça se promène, puis c'est senteux, ça va voir partout. Il avait réussi avec son nez à ouvrir la porte, puis il s'était promené dans le trou, puis à un moment donné, ça avait 5-6 générations, ça, ce plancher-là. Ça s'était effondré. Ça datait du début de la colonie, ça a effondré, puis le petit bœuf était là-dedans. Bon. Ça fait que M. Saül avait dit, je le connais, mon petit bœuf, il va y aller, moi, puis il va lui parler, puis il va lui faire manger, puis... Mais là, le petit bœuf était parti bien énervé, puis il roulait dans dedans. Dans dedans. Puis là, il y avait un peu de... Ils l'ont sorti avec un palan? Non, M. Saül a voulu lui donner à manger, puis il s'est fait donner un coup de corne, puis il y avait quelque chose brisé. Puis là, on a réussi à aller ramasser M. Saül, parce qu'on avait isolé le bœuf, on lui envoyé un corps par le tenant. Puis... En tout cas, fait une histoire courte, Léopold y est allé, puis il a réglé son corps, il donnait un coup d'âge dans le front. Bon, ça a été fatal. C'est sûr qu'il y avait des raisons d'être un peu nerveux, puis d'être dans une situation un peu en panique. Il petit animal. Oui. Il pouvait pas, il n'y avait pas personne qui était capable d'expliquer, t'as tombé là, puis on va réparer le plancher, puis on va te sortir de là. Il ne comprend pas ça, évidemment. On aborde encore un chapitre, on a parlé dans le précédent, Jean-Claude, c'est toujours le retour dans les chantiers, encore une fois. Il y a un long chapitre avec la rivière Sainte-Anne, la dalle, et puis tout ça. On connaît
l'Abitibi Paper, on en a parlé quand même pas mal. Et là, il y a un bel épisode là, hein, dans le séjour dans les chantiers de la Sainte-Anne Paper. Là. Oui, Abitibi Paper. Abitibi. Bon, ben, toute l'histoire de la construction de la dalle qui avait commencé en 1936, parce que c'est là que Michel avait été travaillé. Là. Puis là, Tipol est rendu là, parce qu'il a la compagnie, toute a des concessions dans ce coin-là, en arrière de ça. Puis tout le bois qu'on bûche, on l'envoie par la dalle. On l'envoie juste. Puis la tête de ça, c'est au Séchute, l'ancien pouvoir électrique. L'ancienne centrale. Bon, ils mettaient tout le bois là. Puis il y avait des préposés qui s'occupaient de... Parce qu'il y avait un signal très simple pour... il n'y avait pas de communication comme aujourd'hui, un radio pour se dire « Envoyez-moi encore, on va arrêter de m'envoyer ». C'était juste un criard, comme un klaxon de machine. Comme une sirène, oui. Qui criait très fort. Puis quand c'était peu, ça pouvait être peu pour arrêter, puis ça pouvait être peu pour repartir. Repartir, c'est ça. Parce que quand c'était pour déborder ou quelque chose de même, puis c'était toujours des vieux hommes d'expérience qui étaient à l'entrée de ça pour s'assurer qu'il y avait qu'une bûche ou deux à la fois qui s'en aillent puis qui suivent la dalle pour pas risquer de déborder, surtout quand on était rendu, plus tard, là on n'est pas là encore, mais quand on a fait le nouveau chemin, c'est qu'on est là aujourd'hui, puis la dalle passait au-dessus de ça, il ne fallait pas qu'il y ait de bûches qui tombent sur les autos. Non. Il y a aussi, cette dalle-là, en passant, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, là, ça faisait combien de largeur à peu près? C'est un peu plus qu'un mètre, la dalle? Un peu plus, ça avait 4 pieds et demi, 5 pieds. OK. Puis c'était tout bâti en gros bois de 4 pouces de paix. Puis il y avait un fond de 2 pieds, avant, dévaser les côtés. Dévaser. Et on a un épisode, on s'en rappelle, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en a parlé en ondes, dans ton récit. Place à la musique. Le fameux gala d'amateurs, de musiciens à Beaupré. Ça nous a amené d'ailleurs à voir des photos, on se rappelle, sur la construction de la côte de la Miche et tout ça. Là. Ça, c'est un épisode intéressant. C'est ces employés de l'Abitibi Paper qui vont se présenter. On va commencer par Tipol qui jouait le violon très bien. Oui. Parce que Arthur avait commencé à y montrer. Tout de suite, il a commencé à jouer du violon. Tipol, il avait eu un violon pour son cadeau de Noël l'année en 1935, quand on l'a emmené chez Mme Germaine. Puis il grattait là-dessus, puis il faisait ce qu'il pouvait. Puis c'est là qu'Arthur, qui jouait très bien le violon, puis son père aussi d'ailleurs, il avait dit « Amène ton violon, viens-t'en, on va te montrer à jouer. » Puis quand Arthur était parti après les fêtes, apparemment, en tout cas, moi, ce que j'avais décidé puis que j'avais inventé, Tipol était capable de jouer très bien 3 ou 4 morceaux qu'Arthur lui avait montré. Puis il a toujours continué à pratiquer, puis à pratiquer. Il n'avait jamais lâché le violon quotidiennement. Puis quand il est arrivé là-bas, avec ces gens-là, il avait commencé à vouloir le jouer encore. Il savait qu'il jouait, puis bon, le cuisinier savait ça, parce que Léopold lui avait dit. Puis là, lui qui est arrivé, il a fait une tourne ou deux assis sur un bed de côté de la truie là, pour faire plaisir au monde. Mais il n'y a pas quelqu'un ici qui jouerait de la musique, qui viendrait avec moi. Puis c'est là qu'on a appelé dans le programme Mandoline, un grand jeune homme, Alain Côté, qui venait de la Beauce. Il dit, moi, je joue la mandoline, mais je ne suis pas capable de jouer avec toi, tu joues bien trop bien. Viens-t'en, on va s'ajuster. On va essayer de se faire un team, comme on dit. Oui. Puis à partir de là, ils ont commencé à jouer ensemble. On se met avec violon, mandoline, c'était beau. Puis là, de suite à tout ça, il y a un jeune homme qui a fait venir sa guitare qu'il avait laissée chez eux, encore un gars de la Beauce. Puis l'orchestre de 3 personnes a commencé à jouer là. Lequel va se présenter au concours d'amateurs à Beaupré et qui va se classer ex aequo en première position, je pense. Ils sont 2 ou quelque chose comme ça, là, si je me rappelle, lors du concours d'amateurs. Dans ce cas-là, oui, il y avait eu 2 premières places. 2 premières places. Ex aequo, avec un ensemble la Beauce, de 2 violons qui jouaient très bien. Puis Tipol avait voulu... Oh, je m'excuse, là. Après changer de livre. On y arrive, celui-là. Il est au réchaud. Oui, c'est après changer de livre. Oui. Eh bien, changer de livre, on va justement faire une pause. Là, une pause.
Celui-ci, la couverture n'est plus de ta sœur Louise. Non, c'est de ma nièce Linda, La fille à Renal, mon frère, qui est mort. OK. C'est donc le 5e de ton anthologie, toujours publié. C'est celui-là qu'on a raconté ensemble dans les dernières semaines. Et c'est une grande pile de bois de 40 pieds de long, 8 pieds de haut, puis j'avais fait représenter les personnages. Boss François, Tipol le mesureur, puis un grand sieur. Les gens qui l'ont acheté, qui l'ont lu, ont bien remarqué qu'il y avait un 1. S'il n'y avait pas eu de 1, on aurait pu dire que c'était l'ultima verba. Mais non, il fallait bien qu'il y ait un 2. Et on ne sait pas. On ne sait pas l'avenir. Mais qui dit 1 dit 2. Et effectivement, ça nous amène à ce qu'on parlait tout à l'heure en début de façon très subtile, très il y aura un 2 pour répondre à ta question. Alors, il y aura un 2, il est dans tes mains. Le 2 est là. Bon. Dans ça, messieurs, dames, c'est la compilation, parce que ça a été ordinographié, de 40 cahiers Canada. 40 cahiers Canada que j'écris. Vous savez comment j'écris, à double interligne des cahiers Canada. Tout le temps, je suis à la page de droite parce que je garde la page. Garde toujours la page de garde pour en faire des annotations. Ou des corrections, ou des améliorations, oui. Traduit en clair, 40 x 15, ça fait 900. Je suis le premier à le toucher, oui, le premier à presque, à 20 éditions. Il y a 900 pages de manuscrites là-dedans. Ça veut dire qu'il va y avoir roughement là, 500 pages. Dans le volume. Dans le volume, avec qui, les photos. Comme tu lançais tantôt un peu, va vraisemblablement être publié chez le même éditeur. Pourquoi pas, C'est la même facture, la même... oui. Avant qu'on entre en onde, je t'ai raconté le que j'avais eu un téléphone de la semaine passée de Serge Lambert. Serge Lambert. Il dit, pourquoi vous m'appelez aujourd'hui? Avez-vous une raison spéciale? Ben, dis-moi, les gens m'appellent puis ils veulent savoir, Germaine, quand est-ce qu'elle est rendue, là. Dis-moi, Jean-Claude, est-ce qu'on peut, à ce moment-ci, là, écoute, c'est tout chaud, là, présumer d'un titre pour ce 6e tome de ton anthologie? Au moment où on se parle, ben, il reste à arrêter un thème. Là, on était au temps de la conscription dans la 2e série. Là, lui, est-ce que tu sais déjà comment ça... C'est Tipol. Le Tipol, Paul Lajoie, mesureur, et... Puis là, on y trouve d'autres types. Paul Lajoie, mesureur, il complète le 5e. C'est ça. C'est le dernier qui ferme c'est le dernier chapitre qui ferme ton tome 5. C'est ça. Paul Lajoie, mesureur, puis on y met 2-3 qualités, là, on ne sait pas encore lesquelles. OK. Parce que tu sais très bien que je fais ça avec... j'ai mon ami Alain Beaulieu qui m'aide à ce niveau-là. C'est lui d'abord qui orthographie la parlure. Géographiquement, on se situe où dans ce 6e ouvrage-là? On est à Baie-Saint-Paul? Ah ben, on est encore à Beaupré? C'est à Beaupré, dans la forêt. OK. Puis dans le bois? On vient à Baie-Saint-Paul, c'est toujours le parallèle avec la Baie-Saint-Paul avec la goudonnerie. OK. Mais il était là, il revient. On est en automne et en hiver, à peu près, généralement, dans cet ouvrage-là, puisqu'on est encore dans les chantiers. En hiver, avec les chantiers, puis avec tout l'hiver de Char-Voyage, on est rendu, le tome fini, le 4 de mars, dans le cas qui nous occupe. OK. Parce que Tipol a pensé à toutes sortes de choses, vous allez voir ça là-dedans. Je ne peux pas vous dire ça. Ben non, il faut garder un peu des secrets bien gardés, là. Mais c'est Tipol qui est de la vedette, on y met 2-3 qualités, parce que ça gravite tout autour de Tipol. OK, Tipol qui est au centre de ce 6e, et... Au niveau illustration, ça reste à venir encore. Au niveau de la page couverture, est-ce que tu as déjà pensé à ça un peu? Comment? Pas encore? J'y ai pensé, mais c'est pas encore ajusté. Parce que mon tome, je l'ai fini comme ça, mais dans ma tête, c'est pas de même qui finissait parce qu'il y a eu des altercations, là, tout va être changé. En tout cas, on va dire en 2 mots, j'avais pensé faire une ordination du père... Jean-Charles, le dernier de la famille, et Mme Germaine. OK. Puis moi, dans ma tête, j'avais tout préparé l'ordination. Il l'ordonnait à Saint-Anne-de-Beaupré. Rédemptoriste. Puis, j'ai... Ou prêtre séculier ou... Non, comme dans la communauté des rédemptoristes. Bon. Puis moi, j'ai décidé, 15 jours, 3 semaines, de téléphoner à Saint-Anne-de-Beaupré puis réussir à parler
un vieux père, celui qui s'occupe du... J'ai perdu le nom encore. Du droit canon, là. Oui, OK. Puis quand je lui raconté ça, il dit, M. Turcotte, je ne voudrais pas vous décevoir, mais il n'y a jamais eu d'ordination à Saint-Anne-de-Beaupré. Ça m'a donné un coup dans le pipe. Ça fait que mon livre ça peut plus être ça. Là. Ça fait qu'il a dit, oui, il y en a eu une, mais il y en a eu une en 1950, 12 pères en même temps à cause de la naissance. Moi, je ne pouvais plus me rattraper avec ça. Fait que j'ai tout Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il n'y avait pas d'ordination à Saint-Anne-de-Beaupré? À cause du statut de cathédrale? C'est que le Juvénat, il y avait là. Ouais. Il y avait l'autre partie à Montréal, puis après la dernière partie à Ottawa. Mais ça pouvait être un citoyen ordinaire, un homme de Saint-Anne-de-Beaupré ou de Beaupré qui veut devenir prêtre séculier. Oui, mais ils ne pouvaient pas les ordonner pas là. Ils ordonnaient. C'est bien ordonné que je vous dis. Ordonné, oui. Ouais. Puis il n'avait jamais eu. Ça fait que moi, je n'étais pas pour prendre le risque de publier un livre, de dire j'ai ordonné. Ah oui, OK. Il y aurait toujours bien quelqu'un qui aurait été capable de me dire, Turcotte, tu sais, écrit pas de fausseté. Hein. Et puis, bon, écoute, le temps nous bouscule un petit peu, Jean-Claude. D'après tes prévisions, là, les gens de Charlevoix, les gens de Baie-Saint-Paul qui nous écoutent, là, doivent s'attendre à avoir une sortie là, de ton ouvrage vers quelle période? On va-tu être capable de lancer à l'été, probablement? À l'été, peut-être. Bon, probablement. Sinon, on va attendre. Mais quand je vais faire mon lancement, il faut que ma petite fille, Sofiane, soit revenue. Elle est en Angleterre actuellement. Elle revient pour commencer ses cours à Laval au mois de septembre, quelque chose du genre. Là. Ça fait que ça peut certainement pas être avant ça parce que je veux que ça soit elle, mon maître de cérémonie, comme elle l'a été dans le tome 5. Ça veut dire qu'il faut s'attendre de te voir aussi au prochain Salon du Livre de Québec. Là, il y a lieu présent dans les prochains jours, mais l'année prochaine, donc vraisemblablement, avec ton 6e ouvrage, là, on devrait te rencontrer au Salon du Livre. Je vais te répondre comme viateur, sera là, mon petit gars. Sera là, mon petit gars. Et puis, ben écoute, Jean-Claude, au nom de tous ceux qui nous écoutent, là, on te souhaite évidemment l'égal succès des précédents. Ça a été toujours à chaque fois un ouvrage que les gens attendaient et adoraient lire. Écoute, moi, en tant que collaborateur dans la dernière série, ça m'a fait plaisir d'être avec toi d'une part. Et qui sait si on ne se retrouvera pas à l'antenne de TVCO. Je peux même te donner un encore, on reviendra ensemble, ça c'est officiel. Alors, on va laisser le temps, évidemment, aux gens qui l'écoutent, qui nous écoutent, de le consommer. Consommation, ils vont nous le préparer. Moi, j'ai encore des artefacts à préparer. C'est tout le temps moi qui fais les artefacts qui vont le donner. On a beaucoup de fêtes qu'on a emmenées au centre d'archives. On va y sortir, il faut prendre des photos de tout ça, il faut tout préparer ça. Il y a encore un peu de travail de chantier, comme on dit. Hein? Il y a encore Parce que le gros de l'histoire se passe en hiver du Char-Royal. Puis là, il y a eu des révolutions. Si Paul a fait avancer ça va plus loin que le Char-Royal rien qu'avec des chevaux. C'est justement pour ça qu'on a ce matin seulement un cheval ici, puis on a la tank à gaz plus loin. Là. Ça veut dire qu'on a passé de l'attraction animale à l'attraction mécanique. Mécanique. Avec l'essence. Avec l'essence, la gasoline. Le foin puis le gaz. Comme tu dis. Comme énergie de base. Puis un petit mot en passant, ça, c'est l'œuvre d'un petit gars qui travaillait pour moi quand j'ai commencé aux ateliers protégés. Ici, à l'atelier du Tremplin, c'est Raymond Guerrier-Py, qui était un excellent sculpteur, qui travaillait seulement avec un couteau, un canifle, un couteau de poche. Là. Et il l'a peaufiné comme ça, là. Moi, j'y avais collé du bois, le cœur avec du bois horizontal, puis les deux côtés avec du bois vertical pour que les pattes se tiennent, pas qu'ils cassent. Puis j'avais dit, fais-moi un beau cheval avec ça. Puis il m'avait fait un cheval, la sorte de chevaux qu'il avait vu, lui. Les sœurs, les religieuses, c'était en bas, il y avait tous des beaux chevaux noirs de même. Toutes. Puis regarde la qualité de cette sculpture-là, c'est très beau. C'est une belle œuvre d'art, absolument incroyable. Alors, comme il est là, ben, c'est mon fils Éric qui me l'a peint en noir parce qu'il était verni. Puis le temps l'avait détérioré un peu au soleil. Okay. Puis on a commencé à y réparer, à y ajuster les yeux avec ma belle-fille qui faisait la femme à Éric. Et quel talent il y avait parmi ces jeunes hommes-là, tu sais, qui œuvraient aux ateliers et tout ça. Les poils de la crinière, les poils de la queue, faites juste avec son couteau de poche. Il n'y avait pas de goût, il n'y avait rien d'autre chose.
Eh bon, Jean-Claude, écoute, le temps nous dit qu'il faut tourner, là c'est vrai de le dire, une dernière page à ton œuvre. Hein. On a donc, au cours des dernières années, raconté tes 5 premiers ouvrages. Un 6e qui va sortir des presses dans les prochains mois, on espère pour l'été ou le milieu de l'été. Hein. C'est l'éditeur qui va y voir. Et puis, qui sait, se retrouver dans une prochaine saison à l'antenne de TVCO, qui vraisemblablement sera sous d'autres cieux dans ce temps-là. Sous d'autres cieux. Vraisemblablement avec les déménagements et puis tout ce qui s'ensuit. On s'ajustera avec ça, puis on vous parlera encore du même petit Paul qui fait encore parler de lui avec ses qualités. Jean-Claude, je te serre la main en disant merci. Bien, bonne moi, je te chance. remercie. Merci de m'avoir accompagné. Il faut que je te dise quelque chose. Tu as parlé à quelqu'un dimanche passé à l'église, qui lui a dit qu'on venait ici aujourd'hui. Et ce monsieur-là, il est venu me parler, mais quand je suis sorti, je suis de l'autre côté. Puis il m'avait dit ce qui se passerait. Il dit, moi, ce que j'aime, là, c'est quand Rosaire te coupe quand tu es après lire. Comment je dois prendre ça pour un compliment? Non, mais il coupe, là, puis il te coupe, puis il te fait rire, puis tu passes sur un autre bord. Ça permet d'alimenter un peu les sujets. Ouais. Bref, ça m'a fait plaisir de travailler avec toi tout au cours de ces émissions. Là, aujourd'hui, c'était vraiment notre point d'orgue au niveau de l'heure du conte, qui en était vraiment une aujourd'hui, mais en ramassant l'ensemble de tes ouvrages. Jean-Claude, je ne peux que dire bravo et surtout saluer donc ton ouvrage au nom de tous les gens qui nous écoutent. Et puis, bon succès avec le 6e qui va être sur nos étals de librairie et de magasins très bientôt. On ne devrait pas avoir de problème avec le 6e, on n'a pas eu que les 5 premiers. Voilà. Alors, salut Jean-Claude. Messieurs, dames, portez-vous bien, puis à bientôt. Au plaisir.